Juste une question, toute une conversation. Et on vient d'écouter Théodora Innocence, donc le choix de notre invité. Oui, c'est un groupe que j'aime énormément, c'est un duo, ce sont deux femmes donc, qui font de la musique électronique, qui chantent en français. Je trouve que c'est de grande qualité. Je vous invite à écouter leur EP et elles sont sur Spotify, je crois. Vous pouvez les écouter facilement. Dans notre conversation, je repensais à quelque chose qui m'a beaucoup troublé lorsque j'étais petit, lorsque j'étais enfant, que je comprenais pas. Et je pense qu'aujourd'hui je le comprends, mais je comprends que c'était faux tout simplement. Pourtant je l'ai entendu dans la bouche d'Elisabeth Lévy il n'y a pas très longtemps. Donc, une femme. Et oui. La fameuse. La fameuse. Quand une femme dit non, elle veut dire oui. Ah oui. Et ça, quand j'étais enfant, c'était absolument incompréhensible. Ça me dépassait, parce que lorsqu'elle veut dire non, elle dit non. Lorsqu'elle veut dire oui, elle dit non. C'est quand même grave qu'on essaie de faire rentrer de manière tout à fait involontaire, ces personnes ne me l'ont dit directement, mais qu'on a essayé de... Je ne sais pas comment c'est arrivé dans ma tête, ça. Comment c'est arrivé dans ma tête ? Alors, moi j'ai plusieurs théories. Je ne détiens pas forcément la vérité, mais j'ai plein de théories à ce sujet. Ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs comme question. D'abord, je pense qu'il y a les fictions. Donc là, fiction, je pense au sens large. Je parle des BD, aux romans, passant par les films, les séries, etc. Dans lesquels très souvent, une femme dit non et finit par dire oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'à la base, voilà, il faut insister, c'est ça, c'est bien d'insister parce qu'elle va finir par dire oui. Et on pense que quand elle finit par dire oui, elle a consenti. Mais en fait, céder, c'est pas consentir. Et ça, c'est très important. Quand une femme cède parce qu'elle en peut plus, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a peur, parce que tout ça, en fait, elle n'a pas dit oui, toujours pas. Elle a juste cédé pour quelque part peut-être se préserver ou parce qu'elle n'a plus la force de dire non. Ça, c'est très important. Et puis, il y a aussi la remise en question absolument... centenaire de la parole des femmes. C'est-à-dire quand une femme prend la parole pour, notamment, on vient de le voir là, c'est très actuel avec Brett Kavanaugh et donc Christine Ford qui l'a accusée de viol. On ne la croit pas, elle ment. C'est sûr qu'elle ment. Toutes les statistiques nous montrent que la proportion de femmes qui mentiraient en disant avoir été été violée, agressée sexuellement et serait minime. Enfin, c'est très difficile à calculer, mais franchement, c'est... Voilà. Par contre, le nombre de viols avérés, c'est très facile à calculer et ça existe et c'est réel. Mais une femme qui va dénoncer son agresseur est potentiellement toujours en train de mentir. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à regarder ce documentaire passionnant de la BBC sur l'affaire Weinstein, où ils vont tout simplement aligner des témoignages. On va avoir le témoignage d'une personne, elle va raconter l'agression, et à la fin, on va avoir juste un texte très court, c'est la réponse de l'avocat d'Harvey Weinstein. Et effectivement, à chaque fois, il va démonter plus ou moins le discours et l'accusation qui a été tenue, sauf que une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et pendant 1h30, on a ces justifications qui commencent à sonner fortement faux au fur et à mesure que l'émission avance, forcément. Bah oui, bien sûr, mais ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que la parole des femmes, je l'ai dit déjà... C'est Mélania Trump qui a dit aujourd'hui il faudrait qu'elle prouve, l'accusatrice de Kavanaugh, faut des preuves tangibles. Voilà, il faut des preuves tangibles. On demande toujours des preuves tangibles. C'est parole contre parole. Là, ça fait, ça fait plus de 30 ans, je crois, les faits. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle ait comme preuve ? Et lui, quelles sont ses preuves ? Les preuves de son innocence. Moi, c'est ça la question. C'est quoi les preuves de son innocence ? Pourquoi lui, on le croit plus qu'elle ? Je dis pas qu'il faudrait le condamner sur ses paroles comme ça, mais pourquoi on le croit plus qu'elle ? On a un vrai problème culturel et social derrière ça. Et je lisais récemment un livre, des essais de Rebecca Solnit, qui est une activiste américaine, journaliste également, critique d'art. Et il y a une phrase qui m'a marquée dans ce bouquin. Elle dit que la crédibilité est un outil de survie de base. Et nous ne l'avons pas. Les femmes ne sont jamais crédibles. Donc, quand je dis non, je ne suis pas crédible. On pense que je veux peut-être dire oui. On pense que j'ai peur de dire oui. On pense que je suis coquette. Et qu'en fait, je veux qu'on me repose la question encore une fois. Non. Quand je dis non, c'est non, en fait. Et c'est très important. Ouais. Et il faut que les hommes le comprennent. Ça, c'est une évidence. Mais je crois qu'il faut que les femmes arrivent aussi à le savoir. On a le droit de dire non. Et quand on a dit non, c'est non. On a le droit. Voilà, on est légitime à dire non. Ça, c'est un travail aussi, moi, je trouve, de sensibilisation envers les petites filles. Et il y a un truc...
que je trouve très intéressant. Je reviens toujours à l'enfance parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se jouent là dans les stéréotypes qu'on va retrouver quand on sera adulte, sur le fait de, par exemple, toujours obliger les enfants à faire des bisous, accepter des bisous, etc., etc. En fait, on a le droit, dès 1 an, dès qu'on sait le dire, on a le droit de dire non. Et c'est important que ce soit respecté, et particulièrement, pas particulièrement, mais en tout cas chez les petites filles, de bien leur dire qu'elles ont le droit de dire non, parce que plus tard, c'est leur non à elles qui va toujours être remis en question. Donc ce truc de les filles, quand je dis non, en fait, je veux dire oui, merci Elisabeth Lévy, c'est une catastrophe, c'est très grave de dire ça. Ça nous enlève tout crédit, toute possibilité de nous exprimer pour nous-mêmes, en fait. C'est très grave. C'était d'ailleurs, ça me fait rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le chiffre des 100% des femmes agressées. Consciente ou non que cela relève de ce phénomène, ça veut dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui est imprégné culturellement, autant chez les hommes que chez les femmes. C'est un phénomène de société qui est massif, en réalité. Bien sûr, et puis... Consciente ou non, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je ne sais pas comment a été menée l'étude, mais j'imagine qu'on n'a pas demandé aux femmes qui ont répondu. Est-ce que vous considérez avoir déjà été harcelé dans le transport ? Non, justement, c'est est-ce qu'on vous a déjà sifflé ? Est-ce qu'on vous a, j'imagine. C'est ça. Parce que sinon, il n'y aurait pas 100% de réponses positives. Il y aurait bon non, on m'a jamais harcelé. Mais moi, ça m'arrive régulièrement, surtout, on va dire, en tout cas, ça arrive avec ma mère ou avec des femmes de cette génération-là. Je leur dis quand même, le harcèlement de rue, à notre époque, ça n'existait pas. Ah bon ? Tu t'es jamais fait siffler dans la rue ? Ah bah si. Tu t'es jamais fait, je sais pas, tripoter contre ton gré ? Ah bah si. Ah d'accord, donc ça existait en fait. Mais c'était normal. Voilà, on n'en parlait pas comme ça, on minimisait beaucoup, etc. etc. Et ce que je vous disais tout à l'heure quand on écoutait Théodora, c'est que moi quand j'étais adolescente, adolescente, presque préadolescente, vers 12 ans, 13 ans, quand j'ai commencé à me faire harceler dans la rue en fait, assez tôt donc, au départ j'ai été flattée. Je n'étais pas du tout sensibilisée. Je connaissais même pas la notion de consentement. Je suis pas sûre d'avoir entendu ce mot avant mes 25 ans, quoi. Donc ça fait tard pour en entendre parler. Et quand on me sifflait dans la rue, j'étais flattée. Je pensais qu'on me faisait un compliment. Quand on me demandait mon numéro avec répétition, insistance jusqu'à me faire peur, j'avais peur sur le moment. Puis quand je rentrais chez moi, je me sentais flattée. Je croyais que je méritais pas mieux. Je croyais que c'était ça mon objectif dans la vie, d'être la proie d'un homme. Je croyais que effectivement les hommes allaient être mes prédateurs, que j'allais être leur proie et que c'était génial. Et puis au fur et à mesure j'ai commencé à en souffrir de plus en plus, et pour me rendre compte aujourd'hui à l'âge adulte que je déteste cette position, et je déteste moi je suis hétérosexuelle, donc j'ai des rapports avec des hommes hétérosexuels. Je déteste cette position des hommes hétéros envers moi de prédateurs. Ça ne m'attire pas du tout, ça ne m'attire plus, et moi être une proie ça m'intéresse pas. Ce qui serait intéressant, ce serait aussi de déconstruire tous les rapports comme ça de séduction. Alors je trouve beaucoup chez les hétéros, parce que c'est beaucoup là que se situe le problème, mais de manière générale, tous les rapports, quelles que soient les orientations sexuelles, pour que tout soit beaucoup plus mouvant, qu'en fait pouvoir s'aborder, pouvoir se séduire soit quelque chose d'hyper ouvert, d'hyper conscient et d'hyper consenti constamment. Ça ce serait intéressant. Effectivement, parce que je repensais au fait de créer la peur dont on a parlé tout à l'heure. C'est probablement aussi une réaction à une peur. C'est-à-dire que lorsque je fais peur, je n'ai plus peur. Ça, c'est quelque chose que, personnellement, j'ai réalisé en arrivant à l'âge où je suis plus une victime potentielle, mais je suis un potentiel agresseur, tout simplement. Parce que je suis un homme, je fais 1m75, je commence à avoir des muscles à ce moment-là. Ah, ça y est, je suis dans le camp des potentiels dangers, ce qui fait qu'à ce moment-là, je n'ai plus peur. Et aujourd'hui encore, si je suis seul dans la rue, que je rentre chez moi, il peut m'arriver d'avoir peur. Si je suis pas seul dans la rue, que je suis avec mon épouse, eh bien là, je n'aurais pas peur, parce que je serais dans un protecteur. Donc, finalement, créer la peur, c'est une manière aussi de combattre sa propre peur. C'est pour ça que je parlais de la maladie de la drague, parce que même si c'est terrible, effectivement, ces personnes-là qui agissent de cette manière-là, et qui sont massives, qui sont très nombreuses et sans forcément réaliser, elles doivent aussi combattre leurs propres démons, non ? Peut-être. Non, c'est hyper... non, mais je sais pas, c'est hyper intéressant. Je me suis pas vraiment penchée sur cet aspect de la question, je le trouve hyper intéressant, sachant que
moi ça m'intéresse de me poser la question, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, de la masculinité, d'à quel point ça peut être toxique, à la fois pour les femmes, d'abord sur les femmes, je trouve quand même, parce que qui meurent, qui sont violées, tout ça, patati patata, bon. Concrètement, mais oui. aussi sur l'homme qui peut-être commet malgré lui des choses qu'en fait il n'aurait pas envie de commettre, ou qu'il en a, voilà, bon bref, qui se met dans une posture en fait qui ne lui ressemble pas, qui ne lui ressemblait pas, et qui finit par adopter pour des raisons, voilà, celles que vous évoquez, que je trouve intéressantes. Après, maladie de la drague, j'aime pas trop, parce que comme vous l'avez compris, moi j'aime pas qu'on confonde harcèlement et drague, parce que Bien ça sûr. n'a rien à voir. Mais en tout cas, maladie des stéréotypes, maladie de place dans le monde, sans doute. Quelle est la place d'un homme, de la masculinité dans le monde? Est-ce que c'est d'être soit un danger, soit une victime? Bah non. Ça peut être autre chose. Est-ce que la place d'une femme ou du féminin, c'est d'être victime? Non, je crois pas non plus. C'est des places dans lesquelles on nous met d'office, dans lesquelles on se met parfois, Oui. dans lesquelles on peut se sentir confortable parce que ça fait C'est peur d'aller entretenu, ailleurs. Mais non, c'est pas des vraies places. Il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est que de la construction culturelle et sociale. Donc, mais je trouve ça intéressant vraiment, cette idée qu'effectivement, quand on fait peur, on n'a plus peur. Et que ça pourrait être ce qui déclenche parfois L'agressivité, certains comportements. Après, c'est intéressant de l'expliquer. Je pense qu'il ne faut pas l'utiliser pour excuser. Merci beaucoup pour cette conversation. Merci. Tatiana Arzafin-Dracoto, je rappelle que vous êtes donc la fondatrice de l'association Les Aliens, qui donc nous offre un festival chaque année au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises par là. Ça dépend. D'accord. En fait, on change beaucoup, on est très changeante. Je remercie Max à la réalisation. La semaine prochaine, nous recevrons Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Vert. On va se demander si on peut sauver la planète et comment le faire. Rien que ça. On termine avec une chanson. Oui, on termine avec une chanson de Nina Simone, I Ain't Got, une chanson de résistance à l'oppression. On peut dire qu'elle a été clairement touchée par toute forme d'oppression, par beaucoup de formes d'oppression en tout cas. Merci beaucoup encore une fois, Merci. et à la semaine prochaine.